Bonsoir à toutes et à tous, du grain à moudre c'est aussi tout l'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. Si la réforme constitutionnelle est adoptée, l'article 1er ne fera donc plus référence à la race. Le mot a été supprimé le 12 juillet dernier lors de son passage à l'Assemblée nationale. Selon Jean-Christophe Lagarde, président du groupe UDI Agir, auteur de l'amendement, ce concept est, je cite, scientifiquement infondé et juridiquement inopérant et n'avait donc plus sa place dans la loi fondamentale. Il conclut là un débat lancé au début des années 90 par le biophysicien Bernard Herzberg, le premier à avoir formulé ce projet d'effacement. Car il y a bien débat. Si le concept de race ne revêt évidemment aucune réalité biologique, il renvoie tout de même à une histoire et à une réalité sociale. Supprimer le mot ne suffit évidemment pas à supprimer la chose. L'antiracisme a selon certains besoin du mot de race pour décrire la discrimination dont sont victimes en particulier les afrodescendants. Alors le mot race est-il forcément raciste ? C'est la question du grain à moudre d'été à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. La France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Yes! Yes, I'm so excited. Africa won the World Cup. 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 C'est vraiment l'Afrique qui a gagné, les migrants africains qui sont arrivés en France. Pendant ce mondial, la France obtient la coupe grâce aux joueurs africains, aux fils d'Africains. Tous ces mecs-là ne ressemblent pas à des Gaulois, mais ils sont français. En Italie, le sacre des Bleus a suscité un flot d'insultes racistes, notamment sur les réseaux sociaux, où on estime que c'est l'Afrique qui a gagné. Il y a beaucoup d'origines ici. C'est ça qui fait la France une belle France, de belles couleurs. On est heureux de porter ce maillot. Moi, je suis très heureux d'avoir grandi en France, d'avoir la culture française. Voilà, la France, elle est belle comme ça, c'est comme ça qu'on l'aime et c'est comme ça qu'on l'aimera toujours. Pas ordre d'apparition dans ce montage avec cette magnifique musique de Nicolas Berger, Trevor Noah, qui est donc le présentateur d'un late show américain qui s'est exprimé extasié devant la victoire de l'équipe d'Afrique selon ses propres termes à la Coupe du Monde. Nicolas Maduro, évidemment le président vénézuélien, Barack Obama, ancien président américain, puis Anne-Sophie Tavernier, journaliste à BFM TV, et enfin le joueur de foot français Paul Pogba. Alors si on a mis ce petit montage au début de cette émission qui était pensée à l'origine pour parler de la suppression du mot race de la Constitution, c'est qu'il nous a semblé qu'il pouvait difficilement passer à côté de cette actualité. On voulait faire réagir nos invités qui sont Françoise Vergès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue titulaire de la chaire Global South à la Maison des Sciences de l'Homme à Paris. On vous doit récemment, c'est votre dernier ouvrage je crois chez Albin Michel en 2017, Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation et féminisme. À côté de vous, Michel Tubiana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat et le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Oui. Et en face de vous, Claude-Olivier Doron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et philosophe des sciences à l'université Paris Diderot, auteur en 2016 de L'homme altéré, race et dégénérescence, 17e, 19e siècle. C'était aux éditions Champvallon. Alors comme je le disais, il me semblait intéressant de voir ce contraste finalement qu'on a entendu dans ce montage entre une vision anglo-saxonne et une vision des choses de ce côté-ci de l'Atlantique. En tout cas, quand on pense en termes d'antiracisme, puisque quand on entend Trevor Noah ou Barack Obama, c'est plutôt la gauche américaine qui s'exprime, cette gauche antiraciste, alors que de ce côté-ci, on a plutôt entendu du côté de l'Italie, évidemment, et même ici en France, on a plutôt entendu un discours raciste insister sur les origines des joueurs de l'équipe de France, et ça montre toute la complicité de ce débat que nous allons avoir ce soir, de ce qui dit de cette division au sein même du camp antiraciste. Faut-il nommer la chose ou faut-il la placer sous le tapis? Je sais pas qui est-ce qui veut réagir. Peut-être vous, Michel Tubiana, sur cette polémique autour de l'équipe de France. Est-ce que c'est révélateur selon vous ou est-ce que ça vous paraît anecdotique? Écoutez, d'abord par rapport à 98, puisque j'ai le privilège de m'en souvenir, de l'époque de 98, je trouve que en 98, l'impact de la formule Black Bomber était beaucoup plus puissant qu'aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a une forme d'accoutumance qui s'est fait, le fait qu'il y ait des Noirs et des Arabes
dans l'équipe de France. J'avoue ne pas trop porter d'intérêt. Ça, je ne pensais pas qu'on parlerait du foot. En même temps, je me proposais de parler du foot parce que je pense que le débat sur le Maurras aura à peu près autant d'effets sur la vie quotidienne des gens, etc., que à long terme le merveilleux sentiment qu'on a eu et la après victoire, la victoire. Bon, on y revient en définitive, voilà. Bon, je pense qu'on aura toujours des gens aussi incongrus qui auront pointé l'origine des gens, non pas en tant que richesse, mais en tant que tard. Françoise Vergès, malgré tout, ça vient d'être rappelé. En 98, on disait Black Blamber. C'est bien qu'on reconnaissait au moins les origines des joueurs. Aujourd'hui, on voit plutôt des gens s'exprimer pour dire non, il faut surtout pas dire l'origine des joueurs. Ce sont avant tout des Français. Est-ce que ça montre une évolution dans le discours sur cette question-là? Moi, ça m'étonne, parce que de rappeler des origines, par exemple, ce ne serait pas leur nier leur qualité de Français. Il y a, malgré tout, s'il y a aujourd'hui des gens d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique dite du Nord en France et qui sont de très grands joueurs qui sont nés ici en France, c'est aussi qu'il y a eu une histoire coloniale de la France. On n'a pas tellement, par exemple, des grands joueurs péruviens du Pérou ou du Mexique qui seraient venus ici. Donc, de le dire, de le signaler ne me semble pas particulièrement insultant. Ensuite, je pense, entre les États-Unis, puisque vous avez commencé à ça, entre les États-Unis et la France, il y a toujours une petite rivalité à celui qui est le moins raciste ou qui connaît le mieux comment traiter ces choses-là. Et alors, il y a une espèce de compétition qui n'a strictement, à mon sens, pas de grande importance quand on regarde la réalité des choses, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France. Et donc, cette compétition-là, c'est nous les moins racistes ou c'est vous les plus racistes, ne me semble pas très, très intéressante au regard de la réalité. Claude Olivier Doron, pour terminer ce premier tour de table. Peut-être juste un mot plutôt sur la situation aux États-Unis que je trouvais intéressante comme venant apporter une forme de, peut-être parfois de malentendu dans le débat. La position de Barack Obama est assez intéressante et significative puisque lui épouse un discours qui est à la fois un discours, ils ont des origines différentes, ils ne semblent pas des Gaulois, mais en même temps ils sont bien français, alors que l'autre type de discours qui a été porté, qui renvoie beaucoup plus à l'afrodescendance et à l'origine africaine en tant que telle, me semble-t-il, renvoie à une tendance dans une partie des mouvements aux États-Unis qui, elle, est sur une valorisation très forte et parfois un peu mythifiée des origines africaines. Et là, je pense que par contre, il y a effectivement un télescopage avec ce qu'on peut retrouver du côté européen en général. Et petite remarque juste sinon, vous n'avez pas mentionné le cas brésilien. Les Brésiliens ont aussi réagi là-dessus et j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce qu'ils ont une vision, alors eux, qui est aussi très noir-blanc sur ce genre de choses-là. Et donc pour eux, tous ceux qui étaient noirs n'étaient pas d'origine française. Par contre, tous les autres étaient évidemment des Français. Donc, ils ne prenaient pas du tout en compte le fait, par exemple, que peut-être ils avaient pu aussi avoir des ascendances venues d'autres lieux en Europe. Ça, c'était frappant, notamment, ou des Allemands avec Antoine Griezmann. Ça, c'est certain. Mais alors, puisque je voulais vous tenir encore un tout petit peu, Claude Olivier Doron, de l'autre côté de l'Atlantique, côté américain, de cette vision américaine des choses, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, justement, on voit une certaine porosité, une certaine façon de s'inspirer de cet exemple américain et notamment d'aller contre cette idée du colorblind, d'être aveugle à la couleur, de reconnaître le mot race et existe aux États-Unis évidemment et est utilisé de manière assez que j'allais dire quotidienne. Aujourd'hui en France, on essaie en tout cas on veut le supprimer de la Constitution, c'est une autre distinction qu'on peut faire. Alors ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Françoise Vergès sans doute pour en dire bien plus que moi, mais effectivement, il y a un ensemble de stratégies aujourd'hui en France qui consistent à importer plus ou moins les méthodes de lutte qui ont fait, estime-t-on, leur preuve aux États-Unis avec la mobilisation de la catégorie de race pour désigner tout un ensemble de réalités de discrimination, donc de race dans le cas où ce sera en France. Bon, moi personnellement, j'ai une certaine méfiance par rapport à ce type de procédure parce que la situation américaine et la situation française ne sont pas exactement similaires, justement parce que la notion de race aux États-Unis est d'usage extrêmement quotidien et depuis extrêmement longtemps, et que les États-Unis se sont beaucoup structurés sur ça. En plus, comme vous le savez sans doute, dans le recensement américain, c'est même une exigence que de se déclarer. Alors, de manière. Et pour finir là-dessus.
C'est effectivement parfois, aux États-Unis, on a constaté aussi des mouvements qui parfois vont former une forte identification à cette notion, avec y compris un retour à une biologisation de la race assez forte du côté américain. Vous avez dit, évidemment, ce n'est pas une réalité biologique, sauf que beaucoup d'études aux États-Unis, à cause d'ailleurs de toutes ces évolutions-là, retournent sur une forme de naturalisation, de biologisation de la race. Et c'est un point sur lequel on pourrait discuter. Oui, voilà, j'avais prévu d'en parler un tout petit peu plus tard. Je pense que vous faites notamment référence aux travaux de David Reich, ce généticien d'Harvard. On en parlera un petit peu plus tard, si vous voulez bien. J'aimerais entendre Françoise Vergès, puisque en effet, vous connaissez bien ces questions-là, Françoise Vergès. C'est vrai que le mot race est utilisé notamment, par exemple, pour faire des statistiques aux États-Unis. En France, on va plutôt préférer, comme c'est le cas avec l'INED, par exemple, parler d'origine, de trajectoire et origine. C'est le nom de cette étude. Voilà, on arrive au sujet de ce soir. Quelle est la fonction, l'utilité finalement de ce mot race pour lutter contre le racisme ? Si on regarde évidemment les minorités aux États-Unis, l'utilisation de ça a été de faire reconnaître qu'il n'y avait pas de colorblind, que ça existait, que ça influait dans la vie de chaque jour, dans l'emploi, dans le logement, dans l'accès à la santé, dans l'accès à l'éducation. Et donc, il fallait justement pouvoir compter pour montrer, pour démontrer qu'il y avait des discriminations et demander donc de l'action affirmative. Ce n'était pas, je veux dire, la question de dire race, elle n'est pas utilisée, cette notion n'est pas utilisée de la même manière du côté du Ku Klux Klan ou du côté évidemment des Africains américains. Et d'affirmer ça, d'affirmer aussi une relation à l'Afrique, une relation à la diaspora noire. Ce sont je pense des développements aussi, et que ça se passe aussi en France, n'est pas simplement, je pense, une imitation. C'est aussi il y a une culture qui circule, il y a une prise de conscience de qu'est-ce qu'on est, de se demander d'où on vient. Mais attends, mes grands-parents sont venus du Mali, mais c'est quoi, mais pourquoi? C'est aussi une recherche tout à fait, je pense, légitime de l'histoire et de que constitue justement, même on pourrait dire être français. Dans cette revendication, je suis français, oui, mais alors est-ce que c'est la même conception qu'il y avait, qui a été essayé de mise en place sous la Troisième République, avec un effacement même des langues régionales? L'Europe n'est pas sans pensée raciale, elle s'est quand même aussi construite sur l'antisémitisme, elle s'est construite sur ensuite la pensée d'un racisme anti-noir. Elle n'est pas exempte de toutes ces idéologies. Michel Teubiana, en effet, ce terme de race, il est évidemment chargé d'histoire. Quand on le supprime dans la Constitution, est-ce qu'on supprime cette histoire? Est-ce que c'est une façon de dire qu'on avance, selon vous? Écoutez, pour tout vous dire, pour mettre un peu les pieds dans le plat, lorsque l'Assemblée nationale se livre à ce genre d'exercice, je trouve que la représentation nationale n'y gagne pas en crédibilité. Et encore, je le dis gentiment. Supprimer le mot de race ne changera rien au racisme. Et d'ailleurs, on ne doit pas changer les termes de la loi de 1972 contre le racisme, qui parle de discrimination en raison de l'origine de la race, appartenance ou supposée. Je crois que là, il y a une espèce de cumul de méthodes couées et de mauvais symboles qui ne tient pas compte des réalités. François Vergès l'a indiqué tout à l'heure. Je veux dire, c'est pas parce que vous enlevez le mot race de la Constitution que vous empêcherez le racisme, et que surtout, pour les personnes qui sont victimes du racisme, qu'elles auront une conscience très intime de ce qu'on les assimile et qu'on les assigne à une discrimination raciale, à raciser, c'est un terme qui est très en vogue actuellement, même si il fait polémique là-dessus. Donc franchement, je pense qu'on a beaucoup mieux à faire pour traiter la question du racisme que de toucher à la Constitution. Il nous reste 30 minutes pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire de mieux, évidemment, pour lutter contre le racisme. Mais malgré tout, Claude-Olivier Doron, on a là, je le disais, un mot qui est chargé d'histoire, ce terme de race, qui est d'ailleurs souvent associé à l'histoire de la colonisation. Et beaucoup de ceux qui défendent la suppression disent, voilà, c'est une façon aussi de dire qu'on a tourné la page. On n'est plus dans cette approche du monde, de cette approche, j'allais dire, en termes racisés, pour reprendre cette expression.
Bon, de mon point de vue, parce que là, pour le coup, moi, je vais parler en tant qu'historien de la notion de race. Une histoire de longue durée de la notion de race va nécessairement nuancer un peu cette perspective. C'est-à-dire que la notion de race, elle a été associée à la colonisation, elle a été associée à l'esclavage, mais elle a été associée à beaucoup d'autres choses. Françoise Vergès disait, par exemple, que l'Europe n'est pas exemple de pensée raciale, c'est le moins qu'on puisse dire, et y compris pour penser ses propres nations. Et il faut se rappeler ça, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on pense la France comme étant le mélange de races différentes. Et les races en question n'ont rien à voir avec ce qu'on a en tête aujourd'hui quand on en parle. Par exemple, les Gaulois en sont un exemple. Et il faut se rappeler d'ailleurs qu'au début du 19e siècle, toute une histoire libérale et républicaine a essayé de retourner la notion de race que vous trouviez dans la noblesse, puisqu'il y a une très longue usage de la notion de race de la noblesse, de la retourner pour se l'approprier comme instrument de lutte et d'émancipation, en disant nous aussi nous avons une race, nous les opprimés nous avons une race, un peu dans une stratégie qui, dans un certain sens, est pas très lointaine de celle qu'on va retrouver ensuite dans tout un ensemble d'autres groupes ensuite. Ce qui est important d'ailleurs, c'est que la notion de race n'a pas que une vocation d'oppression. Et ça, c'est un point qu'il faut souligner. Elle a été aussi le support d'identification et de lutte et de combat. Ce qu'on peut encore une fois la retrouver, je pense aujourd'hui. Cela étant, et c'est peut-être le point qu'il faut souligner, c'est que c'est vrai que à partir d'un certain moment, il me semble qu'elle est marquée par l'histoire. Doublement marquée par l'histoire. Et d'ailleurs, c'est extrêmement clair. Si vous regardez le cas des pays européens, il y a une très forte résistance contre la notion elle-même de race, parce qu'ils l'associent à un certain nombre de choses. En Italie, c'est comme en France. Ils voulaient supprimer la notion de la Constitution pour les mêmes raisons, d'ailleurs, à mon avis, qu'en France. Peut-être qu'il faut prendre en compte le fait qu'elle suscite ce genre de tension en Europe, et là peut-être on pourra avoir un débat sur cette question-là, c'est que d'un point de vue de stratégie politique, il me semble que tourner et retourner le débat autour de la notion de race ou pas la notion de race, qu'il faut la mobiliser et pas la mobiliser, n'est peut-être pas l'enjeu le plus central, effectivement, pour lutter contre les discriminations. Mais constater qu'elle peut faire tension peut inviter à réfléchir à d'autres possibilités, d'autres catégories à mobiliser dans un cas comme ça. Françoise Vergès. Il est très clair qu'enlever la notion de race de la Constitution, on l'a dit, ne changera absolument rien au racisme. La race n'existe pas, le racisme existe tous les jours. Donc de dire, je veux dire, c'est la bonne conscience, c'est les bons sentiments, c'est formidable, mais la race n'est pas non plus une notion simplement morale, ça a été une notion juridique à des moments donnés dans l'histoire. Elle peut revenir comme notion juridique, et c'est contre ça que il y avait justement, la fameuse déclaration ne seront pas discriminés sur la question de la race. Personne ne pensait, quand ça a été inscrit dans la Constitution, que les races existaient. Mais c'était la notion juridique, quand même, la manière dont la race avait été quand même manipulée, instrumentalisée, il me semble. Bon, ensuite, évidemment, la notion évolue. Enfin, la manière dont c'est instrumentalisé, ça évolue. Ça circule. On le voit que ça revient beaucoup plus en Europe que ça ne l'a jamais été. C'était beaucoup plus, puisqu'on parlait de colonie, c'était beaucoup plus dans la colonie. Et en Europe, c'était autour, quand même, des populations juives et roms. Bon. Et aujourd'hui, on voit que ça revient aussi ici, vraiment très fortement. Il y a une conversation. Moi, par exemple, j'entends des choses qui, pour moi, appartiennent au vocabulaire colonial, ou des formes de pratiques qui sont pour moi qui font écho à ce qu'on lit quand on lit l'histoire coloniale. Donc le passé colonial, par exemple, il est dans le présent aujourd'hui. Par exemple, l'histoire de la banane, l'histoire de la banane, c'est-à-dire le fait qu'on jette une banane dans un terrain de foot, tout le monde comprend de quoi il est question. Il n'y a pas besoin d'explication. Tout le monde comprend que s'il y a un joueur noir sur le terrain, c'est à lui que ça s'adresse. Pourquoi ? Comment ça s'est devenu ça ? Pourquoi ? Et ça, c'est vraiment le passé colonial. Ça, on peut. Je veux dire, c'est pas le moment ici, mais il y a des tas de choses, si vous voulez, qui sont en fait reliées à cette question coloniale, à toute une longue histoire qui n'est pas évidemment tout le temps la même. On est d'accord. Michel Tubiana. Il y a quand même une chose sur laquelle je nuancerai. Je pense que la question de la race au début, à un moment a basculé. À partir du moment où on est rentré vraiment dans la norme du racisme biologique. Vous évoquiez tout à l'heure la question de la noblesse. La noblesse, on avait fait la révolution, on avait expliqué qu'ils avaient le même sang que nous, et c'était terminé. Personne ne croyait que les aristocrates avaient un sang bleu, etc. En revanche, lorsque l'Europe est là-dessus, c'est pas simplement au niveau des colonies ou des Juifs.
la dialectique à propos des Slaves, à propos etc., a été appliquée exactement de la même manière, avec des résultats aussi dramatiques. Sort des prisonniers russes en ce domaine là-dessus. Et donc, par conséquent, je pense que le point de bascule dans l'appréciation, au-delà du débat en biologie, y a-t-il ou y a-t-il pas de race, le point de bascule, c'est ça, et ses conséquences. Et incontestablement, le mot race, aujourd'hui, dès lors qu'on parle avec quelqu'un, je dirais dans le sens commun, tout le monde va entendre race, racisme, là-dessus, et avec toutes les conséquences. Là, penser pour autant que le ôter de la Constitution va empêcher le racisme ou aura une influence sur l'antiracisme, qui quand même, on le notera, il y a toujours le mot qui est là, ça c'est complètement illusoire. Je voudrais juste aussi ajouter, je pense qu'il y a pour le glissement vers le fait que c'est la culture aussi qui est devenue le cœur du racisme, de la culture de l'autre qui serait inassimilable. Oui, c'est plus un racisme biologique, mais un racisme culturel. On dit culturel, ou le racisme sans race, sans la notion. Et c'est la religion de l'autre, c'est son origine, tout ça qui rend cette personne inassimilable à des valeurs qui seraient des valeurs, elles, universelles. Et ça, c'est quand même aujourd'hui... Cela dit, il ne faudrait pas passer très loin pour revenir au racisme biologique. Il faut même bien sûr. C'est toujours la mais vous avez raison de dire aujourd'hui que c'est la culture. Non, on veut bien les réfugiés, mais vous comprenez leur culture. Alors cette question justement, pour reprendre l'expression que vous venez d'utiliser, Françoise Vergès, de racisme sans race, ça me fait penser évidemment à ce que peut dire un sociologue comme Éric Fassin, qui dit qu'en supprimant le mot race, on s'attaque d'abord aux antiracistes avant de s'attaquer aux racistes. Puisque qui est-ce qui utilise le mot race aujourd'hui? Ce sont avant tout les antiracistes. Je voulais vous faire réagir à cette façon de voir les choses qui peut-être pousse encore un petit peu plus loin la question, Claude-Olivier Deron. Alors, j'aurais pas une position aussi tranchée là-dessus, parce que malheureusement, pour avoir fréquenté beaucoup de sites d'extrême droite pour tout un ensemble de travaux, on peut nuancer ce qui a été dit largement. Et il y a tout un ensemble de discours d'extrême droite qui mobilisent la notion de race de manière très forte, et y compris dans un sens biologique. Et comme je le disais, qui plus est, il faut pas oublier une chose, c'est que malheureusement, on n'en a pas fini avec la notion biologique de race, contrairement à ce qu'on répète sans cesse. Elle revient au contraire très fortement aujourd'hui à travers tout un ensemble de techniques au niveau de la génétique, y compris au niveau de l'épigénétique aussi. Enfin bref, on pourrait vraiment discuter sur cette question, qui renvoie à ce que disait Monsieur Toubiana d'ailleurs. C'est qu'à mon avis, il y a effectivement quand même un point de bascule avec le racisme biologique, qui est le fait qu'il y a après une forme d'horizon biologique qui marque malgré tout la race. Mais donc pour revenir sur l'autre remarque, c'est certain que les antiracistes, beaucoup plus qu'avant, mobilisent la notion de race dans le sens de race au sens de construit social. Bon, ça c'est extrêmement net. Moi, mon sentiment, et donc c'est là-dessus que je trouve que le débat pourrait être porté, c'est est-ce que c'est si pertinent de mobiliser cette notion de ce point de vue-là, du point de vue stratégique? Et je trouve que, pour finir là-dessus, que l'une des choses qu'on a perdues avec cette révision constitutionnelle, ça aurait été de mettre à plat la question. La chose la plus catastrophique, c'est le signe qui consiste à enlever la notion sans même pas penser à mettre quelque chose. Par quoi la remplacer, oui. Exactement. On aurait pu imaginer, comme d'ailleurs le papier, la tribune de Françoise Vergès le montrait, mais plutôt pour essayer de dire que c'était insuffisant, on aurait pu imaginer d'autres possibilités, proposer de réfléchir à d'autres modes de discrimination qui seraient visés à travers ça. Vous voyez ? La tribune en question, j'imagine que c'est celle que vous avez co-signée Françoise Vergès dans Mediapart, et où vous vous interrogiez justement sur ce que vient de dire à l'instant Claude-Olivier Deron. Qu'est-ce que ça signifie de supprimer le mot race sans évidemment penser d'une certaine façon un moyen de le remplacer? Je voudrais juste revenir sur quelque chose, c'est que pour moi, si vous voulez, le racisme, c'est pas que l'extrême droite. Je veux dire, ça c'est vraiment, il y a quelque chose il faut vraiment sortir de là, parce qu'il y a quelque chose, de se focaliser sur ces groupes qui sont évidemment absolument effrayants. C'est pas ça la question, mais c'est plutôt la porosité, c'est plutôt la dissémination totale, le fait qu'il y a des politiciens, des hommes politiques, tout le monde se met à parler comme ça, des journalistes. Enfin, je veux dire, donc sortons de la question de l'extrême droite et voyons aussi comment ça revient. Ça c'est une première chose. La question évidemment d'attaquer les antiracistes en disant c'est vous qui manipulez la race. Bon ça c'est une vieille stratégie évidemment quand on veut tuer son chien on l'accuse de la rage. C'est la question quand même de mobiliser. Pour moi la race c'est pas du tout une notion fixe, c'est de mobiliser si vous voulez quels sont les processus par lesquels des personnes, des femmes, des hommes sont à un moment donné discriminés
à partir d'un discours qui s'appuie sur une croyance de la race biologique, sur le racisme culturel, sur je sais pas quoi, sur le mélange entre sexisme et racisme, qui est quand même bien costaud aussi celui-là, enfin, etc., etc. Donc, c'est pour moi, si vous voulez, cette mobilisation n'est pas de fétichiser ce terme, c'est de voir comment il se reconfigure constamment pour produire de la racisation, c'est-à-dire évidemment du terrain de discrimination et d'inégalité. France Culture, du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois. 18h40, vous écoutez donc France Culture du grain à moudre d'été. On pose cette question ce soir. Le mot race est-il forcément raciste? C'est une question dont on débat, dont on discute plutôt avec Françoise Vergès qu'on vient d'entendre qui est politologue, Michel Tubiana qui est avocat et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et Claude-Olivier Doron qui est historien. Michel Tubiana, je voulais vous entendre, vous pouvez évidemment réagir à ce qui vient d'être dit, mais sur la question purement juridique finalement de cette suppression du mot race de la Constitution. On a compris que vous ne lui prêtez pas énormément d'effets à cette suppression du mot race de la Constitution. Aucun. Et voilà, c'est une question que j'allais vous poser. Nicole Belloubet a assuré, la garde des Sceaux, que ça ne fragiliserait évidemment pas la lutte contre le racisme. Pas si évident, nous dit notamment Françoise Vergès dans la tribune qu'elle a signée dans Mediapart. Je peux rejoindre Françoise Vergès sur le plan politique, dans les trois champs de votre question, c'est-à-dire moi dans ma pratique d'avocat devant la 17e chambre correctionnelle à Paris, dans les poursuites pour islamophobie, pour antisémitisme, etc., ça ne changera pas un iota. Pas un iota, tout simplement, parce que le mot race restera dans la loi de 72. Et que ce n'est pas parce que il a disparu de la Constitution qu'il disparaît de la législation antiraciste. Dans la Constitution, il a une fonction symbolique, il a une fonction presque normative, mais au plus haut degré. Dans la pratique de la répression, c'est la loi de 72 qui compte. Si demain, en revanche, comme conséquence de cette modification, un autre gouvernement enlevait de la loi 72 le mot race, alors là, nous aurions l'occasion monter au créneau, mais d'être très inquiet. Et de refaire une émission ici sur France Culture. Voilà. Françoise Vergès, pour citer exactement les mots que vous utilisez avec vos co-auteurs de cette tribune de Mediapart, supprimer le mot race sans le remplacer, c'est déclasser en termes de contrôle juridictionnel la protection contre les discriminations raciales. Bon, évidemment, je prends en compte ce que Monsieur Tubiana vient de préciser sur la loi de 1972, mais je poursuivrai sur ce qu'il dit, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt assez, je n'ai pas une grande confiance dans la forme que prend la lutte antiraciste au niveau gouvernemental aujourd'hui. Je n'ai pas une très grande confiance et l'effacement, par exemple, de la race, l'effacement de la race dans la Constitution m'inquiète plus qu'elle ne me rassure, parce que j'ai l'impression, si vous voulez, c'est comme des espèces d'opérations magiques d'effacement et qu'on va effacer. Et donc, quels vont être les outils ensuite? Les outils, alors peut-être en fait, plus politique que juridique, mais vous indiquiez qu'on pourrait aller jusqu'à la révision de cette loi de 1972, et alors là, on serait vraiment bien mal. Le fait que l'Assemblée nationale peut la défaire. Peut la défaire. Si vous voulez, c'est quand même il me semble que des tournants sont pris, si vous voulez, et peut-être à partir, si on interrogeait chacun des députés, la bonne conscience, le vouloir bien faire, sans en fait avoir conscience de ce que c'est que le racisme et de ce que serait une lutte antiraciste réellement aujourd'hui. Claude-Olivier Doron, on peut quand même se demander si le mot race a vraiment sa place dans une constitution du XXIe siècle. Il faut rappeler qu'il reste tout de même dans le préambule de 46, il reste évidemment dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui font partie du bloc constitutionnel. Vous m'arrêtez s'il n'y a pas. Ah, il n'y est pas? Ah, pardon. Il n'y est pas. Ah, bah, je me trouve. J'allais dire, vous m'arrêtez si je me trompe. En 1789, la notion de race. Alors bon, il reste dans le préambule de 46, pardon, je suis allé un petit peu trop loin, j'ai remonté un petit peu trop loin dans le temps. Donc il reste quand même dans le bloc constitutionnel, mais on peut se demander si véritablement, voilà, ce terme de race, il a vraiment sa place dans une constitution du XXIe siècle. Alors, je vais d'abord faire une toute petite remarque par rapport à ce qui a été dit avant. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit, et je pense une fois de plus que l'un des problèmes
qui se pose, c'est que là où il y a un paradoxe, c'est qu'au même moment, on se gargarise du fait qu'en ayant mis le sexe, on avait renforcé la lutte contre les discriminations envers parce qu'on a rajouté le terme de sexe. Donc il y a une forme de contradiction, à mon avis, de ce point de vue-là, qui est intéressante à souligner. Alors on sait qu'en 1946, d'ailleurs, initialement, c'est la notion de sexe qui était présente et la notion de race l'a remplacée de manière mystérieuse. Ça, c'est un point d'histoire étonnant, mais bon, bref. Alors maintenant, si je reviens sur le point 1 que vous avez posé, moi, ce que je regrette vraiment, j'y insiste, c'est que ça n'ait pas été l'occasion de poser un débat long qui mette à plat les réflexions sur comment est-ce qu'on peut lutter contre les discriminations. Je partage complètement la position qui a été évoquée. Je suis pas du tout confiant sur les modes de lutte contre les discriminations qui sont mises en œuvre par ce gouvernement comme par le gouvernement précédent, a fortiori, au nom de principes qui effectivement sont des principes plutôt républicains et qui peuvent parfois se rapprocher y compris de positions d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à la République. Voilà, exactement. Mais par contre, ça aurait pu être l'occasion d'essayer de définir un consensus sur un ensemble de notions qui ne prêtaient pas à confusion, à tension, de la même manière que la notion de race peut prêter à confusion et à tension dans tout un ensemble de personnes qui, par ailleurs, cherchent à lutter contre les discriminations. Y compris des collègues qu'on connaît, qui ont des résistances par rapport à la notion de race, alors même qu'ils ont une volonté de lutter contre les discriminations. Et on aurait pu essayer d'identifier un certain nombre d'autres formules qui auraient permis de mieux qualifier les discriminations en question et quitte à se débarrasser de la notion de race dans ce cas-là. Mais pour moi, la catastrophe, c'est de n'avoir rien mis. Et là, pour le coup, symboliquement, c'est une véritable catastrophe. Alors, dans ce que vous dites à l'instant, Claude-Olivier Doron, on entend qu'il y a une forme d'évolution finalement de la lutte antiraciste telle que vous la concevez. C'est qu'on sort, vous avez dit, une certaine forme de républicanisme, d'approche de la République. Et est-ce qu'on est sorti aujourd'hui d'une approche que je dirais universaliste de l'antiracisme pour une approche peut-être plus spécifique, je ne sais pas si le terme est plus juste, certains diraient communautariste, probablement ceux qui se revendiquent de l'universalisme. Est-ce que c'est le point auquel on est arrivé, Françoise Vergès? En tout cas, c'est ce que pensent un certain nombre de personnes, justement autour de l'apparition de termes comme racisé, autour évidemment d'une approche postcoloniale de ces questions-là. On voit qu'il y a une fracture, en tout cas il y a quelque chose qui se joue. Mais il me semble tenir compte de la manière dont la personne se perçoive et que le terme racisé indique un processus, et pour ça, pour ne pas dire race, justement. Moi, le mot race, on en a parlé, il ne devrait pas disparaître pour toutes les raisons qui ont été données, mais sur les questions de nier le fait qu'il y a des processus de racisation, qu'il y a qui se reconfigurent, qui ne sont pas exactement les mêmes. Moi, j'ai grandi à l'île de la Réunion, celles qui existaient dans les années 60 ne sont plus les mêmes d'aujourd'hui, mais elles sont quand même là. Elles ont un impact sur la vie des personnes. Donc le nier, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'être contre une forme d'humanisme, d'idée de ce que partage l'humanité. Mais enfin, le monde s'est construit, le monde moderne s'est construit sur des divisions et des frontières avec des idées, que ce soit évidemment les idées contre les Africains qui devenaient naturellement esclaves, mais aussi il y a tout l'orientalisme. On peut pas se dire qu'il se passe tous ces siècles qui ont un effet dans la littérature, dans la musique, dans la peinture, dans les arts, et ensuite énormément dès qu'il y a la photo et le cinéma, encore plus, et donc avec une dissémination plus grande, et que ça disparaîtrait d'un coup, parce que tout d'un coup, on se dirait qu'on est tous frères et sœurs. C'est un rêve absolu. Je veux dire, il y a, en France, on sait qu'il y a des quartiers populaires qui connaissent quand même des choses très précises. On sait que même les institutions gouvernementales ou la Ligue montrent que sur le nombre, je sais pas, sur 10 jeunes hommes arrêtés, tant vont avoir l'air arabe et tant vont être noirs. On sait que, par exemple, tant qui vont demander un logement, etc. C'est quand même des choses très, 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 très concrètes. On n'est pas absolument dans l'abstrait. Et l'antiracisme, il est concret. C'est une lutte concrète. C'est pas une lutte simplement sur des principes. C'est sur une lutte pour que les personnes qui vivent en France, les femmes et les hommes qui vivent en France, aient accès aux droits auxquels, qui seront tout à fait légitimes. Michel Tubiana. Pour revenir à la déclaration de 1789, je voudrais rappeler que ce texte, qui est d'une prétention extraordinaire, quand même, les Français écrivent pour le reste du monde, affirme que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors, en dehors du fait
hommes et femmes, là-dessus. Quand on pousse cette affirmation, hein, ce qui n'est pas un théorème, en l'occurrence, qui est une affirmation, un postulat paradoxalement à vérifier tous les jours, mais un postulat quand même. À partir de là, on doit laisser nécessairement se découler un certain nombre de conséquences sur l'égalité des droits, etc. Aujourd'hui, alors après, moi je partage pas la terminologie de racisé. Quand j'étais président de la Ligue des droits de l'homme, pour rentrer un peu dans le détail, j'ai expliqué pourquoi j'adhérais aux considérants de l'appel des indigènes de la République et pourquoi je ne signerais pas l'appel dans ses conséquences sur ce point. Je pense que aujourd'hui, la question de la lutte antiraciste est effectivement de ne pas la ramener à une espèce d'universalisme abstrait où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et nous sommes tous frères. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité que vivent les gens et en même temps, toute lutte antiraciste qui ne conduirait pas à rejoindre l'universel, à cette humanité qui est née libre et égaux en droit, là, posera un problème identitaire. Mais pour arriver à cette, justement, il faudra qu'on passe à un post-racisme, pas un post-racial, c'est-à-dire qu'on puisse dépasser cela et donc détricoter vraiment, décoloniser aussi toute une mentalité, toute une manière de faire qui a été mise en place. Pardon, mais la question ne se résume pas à la question de la colonisation. Non, quand je parle de colonisation, moi je parle pas de la colonisation historique. Oui, pardon. Okay, non, je parle pas du tout. Je parle, par exemple, si je peux me permettre de citer... C'est des schémas sur les Polonais, c'est des schémas sur les Italiens. Non, je parle pas de la période historique. Je parle du fait, si je peux me permettre de citer Aimé Césaire, de ce qu'il appelle l'effet retour. Hein, inévitable, dit-il. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une décolonisation de la France, de la société française à accomplir, qui n'a rien à voir avec l'histoire coloniale, qui n'a rien à voir. La décolonisation, ce n'est pas simplement ce moment de reconquête, des moments des indépendances. Ça a été un moment extrêmement important. Mais aujourd'hui, il y a aussi, si vous avez les mouvements aujourd'hui d'étudiants qui demandent la décolonisation des savoirs, la décolonisation des institutions, des artistes, c'est qu'il y a quelque chose qui est resté de ça et qui n'est pas du tout résolu et donc qu'il faut résoudre. Claude-Olivier Deron. Non, quelques petites remarques. Une par rapport à cette question-là. Si on veut réellement lutter de cette manière-là et décoloniser les savoirs, décoloniser tout un ensemble d'institutions, il me semble que la ressource de la notion de race elle-même doit être elle-même attaquée de ce point de vue-là, parce qu'elle fait partie, elle a une grammaire particulière qui est héritée aussi de tout ça et qu'il faut remettre en cause. C'est pour ça que moi je plaide plutôt pour réfléchir à d'autres types de notions qui permettraient de sortir de ça. Mais sinon, pour la question de l'universalisme, il y a une chose qui m'a un peu amusé en préparant l'émission. J'ai regardé un peu d'où venait cette expression sans distinction d'origine, de race, etc. On a l'habitude de dire qu'elle arrive en 1946. En fait, on la retrouve très tôt dans le vocabulaire colonial algérien et en particulier en 1875, si je me trompe pas, vous avez un tribunal de Constantine qui appelle de ses vœux explicitement cette idée-là sous une version assimilationniste et universaliste dont on sait tous très bien en réalité qu'elle est un leurre à l'époque. Et vous savez que dans le statut organique de l'Algérie en 1947, cette même formule est présente, d'accord ? Elle n'a pas empêché une seule seconde des discriminations et notamment les deux collèges. Et ça permet de pointer à un aspect qui, à mon avis, est quand même un point aveugle dans ces débats-là, c'est que finalement, est-ce que les discriminations elles-mêmes se situent véritablement à un niveau où le problème est celui des droits constitutionnels, le plus souvent, malheureusement, non. C'est-à-dire, on va prendre le cas de la justice, tout simplement. On peut toujours dire que l'ensemble des personnes sont égaux face à la loi et face à la justice. Mais dans la réalité des pratiques, il existe une multiplicité de dispositifs qui, en réalité, orientent vers certaines personnes. Même si, formellement, les personnes sont égaux du point de vue de l'accès au droit. Un mot. Vous avez raison. Michel, vous avez raison de pointer la différence entre l'affirmation et le réel. Mais tant qu'il n'y a pas d'affirmation, vous luttez beaucoup plus difficilement contre le racisme.
si vous n'avez pas l'affirmation au départ qu'il y a une égalité. Oui, mais le problème, c'est que vous voyez bien, l'affirmation elle-même, elle existe depuis 1946. Je ne suis pas convaincu. Voilà, mais tout à fait, exactement. Mais je ne suis pas convaincu du tout. Ça, c'est normal pour moi, si vous voulez. Comment dire, c'est une lutte sans fin. Je veux dire, c'est un processus constamment, parce que il y a de nouvelles contradictions qui naissent. Il y a de nouvelles formes de discrimination. Il y a de nouvelles aspirations aussi. Il y a de nouvelles aspirations de personnes qui naissent, qui veulent qui demandent des égalités dans des terrains qu'on n'avait pas nécessairement, qui n'étaient pas sur la table nécessairement dans les années 50 ou 60. Ça fait partie de l'histoire. Sinon, on serait tous morts. Et dans ces nouvelles revendications, juste pour terminer, Françoise Vergès, est-ce que vous rangez peut-être ce qui a pu être décrit comme une forme de racisme d'État, ou aujourd'hui on préférerait peut-être dire une sorte de racisme systémique, c'est-à-dire qu'on a une prise de conscience de ce que vous appeliez une forme de décolonisation des imaginaires, une prise de conscience que malgré malgré l'affirmation d'un certain nombre de principes, on a quelque chose de l'ordre d'un racisme systémique qui s'applique aujourd'hui. Structurel. Je veux dire, on baigne là-dedans, si vous voulez. Je voudrais juste revenir, par exemple, sur la mort de Naomi Moussanga. Alors, on vire le directeur du SAMU de Strasbourg, on vire l'employé, mais s'ils l'ont fait, qu'est-ce qui a autorisé cet employé à le faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait ça? Parce que sinon, donc c'était cette femme qui n'avait pas été secourue par le SAMU. Non, mais c'est juste pour rappeler l'histoire. C'est un peu risqué de savoir, de tirer un lien entre les deux. Je veux dire, non, mais mais en revanche, que je veux dire, c'est cette chose où on prend l'individu, si vous voulez. Alors c'est cette personne qui s'est mal conduite et qu'on ne regarde pas, si vous voulez, structurellement ce qui autorise. Voilà. Michel Tubiana, sans revenir peut-être sur cette affaire, puisque effectivement, mais en revanche, ce sur quoi la Ligue, moi en particulier, nous avons toujours refusé de parler de racisme d'État. En revanche, l'idée qu'il y a aujourd'hui des structures qui fonctionnent de manière raciste à l'intérieur de l'État, qu'il y a un système de discrimination, je dirais même indépendamment de la volonté de l'État, ça me paraît difficilement contestable. Sinon, la Cour de cassation n'aurait pas condamné le gouvernement dans le délit de faciès. Il n'aurait pas confirmé les décisions. C'est structurel, c'est dans les institutions. Il faut arrêter sur ce terrain-là de se voiler la face. Toutes les institutions pour terminer sur ce sujet. Là, j'abonde complètement dans le même sens, avec le constat que dans un cas comme ça, l'une des choses qui évidemment est posée, c'est le statut de la représentation nationale sur ce type de questions. C'est-à-dire que, après tout, qui définit les lois, qui a précisément voté ce nombre de textes? Des personnes qui, en réalité, pour la très très grande majorité, ne sont pas concernées par ce genre de problème. Non, certainement pas. Et en l'occurrence, ça c'est ont des nounous noirs qui poussent leurs enfants sans se poser la question de pourquoi il y a des nounous noirs. Et là, il y a un vrai problème qui n'est pas un problème qui se règle, à mon avis, du point de vue du droit lui-même ou de la loi, mais à travers un activisme politique particulier. Pendant que Françoise Vergès et Michel Tubiana font une aparté, personne ne vous a entendu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, justement de ces nounous noirs. On faisait un peu d'antiparlementarisme. Voilà. C'est bien de ne pas vous avoir entendu alors, parce que évidemment, c'est pas notre objet ici. On parlera d'ailleurs des parlementaires lundi dans le grain à moudre d'été. Merci en tout cas d'avoir participé à cette discussion qui s'est révélée absolument passionnante sur donc cette question du mot race et de sa suppression dans la Constitution, et on a bien compris que c'était pas forcément le meilleur outil pour lutter contre le racisme.